Bonjour et bienvenue à cette capsule voyage de Voyager en classe senior. Mon nom est Normand Verdon. Aujourd'hui, nous visitons le Pérou. Quel pays mystérieux et intriguant que le Pérou! C'est le pays des Incas, ce peuple fascinant qui dominait la région il y a 1000 ans. C'est aussi le pays des énigmes non résolues. Il n'est pas facile de visiter le Pérou. Les infrastructures touristiques n'y sont pas très développées. Le grand confort ne sera donc pas au rendez-vous. En plus, nous devrons affronter les inconvénients liés à l'altitude, puisque le pays est presque entièrement situé dans les hauteurs des Andes, ces gigantesques montagnes le plus souvent enveloppées dans les nuages. Mais tout ça n'est pas une raison pour le bouder. Les trésors du Pérou sont d'une richesse inimaginable. Voyons ça de plus près. Un voyage au Pérou débute toujours dans la capitale, Lima. La ville est située au bord du Pacifique. C'est ici que les conquistadors espagnols, au nom du roi d'Espagne en 1535, ont établi le vice-roi et pris possession du pays. Pas surprenant donc que le centre-ville de Lima ressemble étrangement à beaucoup de villes espagnoles. La vieille ville se visite facilement à pied. On voudra y flâner en admirant l'architecture ancienne, généralement dans un bon état de conservation. On ne sera pas surpris d'y voir un très grand nombre d'églises, de cathédrales et de monastères qui nous rappelleront l'importance de la religion au XVIe siècle. 1 ou 2 journées seront suffisantes pour visiter la capitale. Le véritable Pérou et l'âme du pays se trouvent ailleurs. On ne devrait pas aller au Pérou sans explorer la jungle amazonienne. L'Amazone est le plus long fleuve au monde et aussi le plus mystérieux. Une grande partie de son territoire reste encore à être explorée. S'il traverse surtout le Brésil, l'Amazone prend sa source dans les Andes, au Pérou. Quelques jours dans un lodge, sur la rivière Madre de Dios, un affluent du grand fleuve, nous permettront un contact intime avec la nature sauvage. Il nous sera possible de voyager en pirogue, de jour, pour voir une faune et une flore exceptionnelles. Nous y verrons des haras et des toucans, ainsi qu'une grande quantité d'autres oiseaux exotiques. De soir, une balade sur la rivière nous permettra de voir des douzaines d'alligators, dont nous ne distinguerons que les yeux. Notre pirogue glissera doucement dans un silence seulement perturbé de quelques cris inquiétants. L'endroit est rempli d'animaux et d'oiseaux à profusion. Le lendemain, balade à pied à l'île des Singes. Si certains primates nous semblent très amicaux, d'autres sont plus inquiétants, comme le singe hurleur, dont le cri en effraiera plus d'un. Et lorsque la nuit tombe sur notre lodge rudimentaire, pas de télé, pas d'Internet. Que faire d'autre que d'admirer le ciel et ses milliers d'étoiles sans aucune pollution lumineuse? Finalement, nous ne manquerons pas de rendre visite à une tribu autochtone et d'acheter quelques souvenirs au marché local. Grimpons maintenant à 3500 mètres d'altitude, en plein cœur des Andes, dans l'ancienne capitale de l'Empire des Incas. Avant l'arrivée des Espagnols, Cusco était le centre de la civilisation Inca. Elle fut complètement transformée par les conquistadors. Aujourd'hui, c'est une des plus belles villes coloniales que l'on puisse voir. Beaucoup moins populeuse que Lima, elle possède un charme fou. Qu'il est agréable de se promener nonchalamment dans ces petites ruelles à la recherche d'un souvenir. On y trouve également plusieurs restaurants permettant de goûter la gastronomie péruvienne. La presque totalité de la population est d'origine autochtone et on trouve de l'artisanat péruvien partout. Celui-ci est largement constitué de tapis multicolores ou encore qui représentent des scènes de la vie de tous les jours. Les vêtements de laine sont à l'honneur
puisqu'il ne fait jamais très chaud dans les montagnes à cette altitude. Au centre-ville, la cathédrale de Cusco est à ne pas manquer. Construite en 1559 par les Espagnols, elle se dresse fièrement devant la place d'Armes, une place majestueuse où on voudra se reposer en regardant vivre les locaux et s'imprégner de l'esprit des anciens Incas. À Cusco, nous pourrons entendre quelques langues très curieuses. Le Pérou compte 3 langues officielles. Et si l'espagnol est dominant, beaucoup d'Autochtones s'expriment en Aymara ou en Quechua, qui était la langue des Incas. Visitons maintenant le site le plus connu du Pérou, qui, à lui seul, vaut largement le voyage. L'Empire Inca est très énigmatique. On sait que pendant un temps, il a dominé la majeure partie de l'Amérique du Sud. On sait aussi que les Incas étaient fort avancés en astronomie et en mathématiques. Mais lorsque les premiers Espagnols ont débarqué en Amérique du Sud au 16e siècle, ils ont anéanti cette culture dominante. Au nom de la religion et sous prétexte d'évangélisation, ils ont rapidement détruit et effacé tout ce qui existait avant eux. Ils n'ont laissé que peu de traces de ces Incas qu'ils considéraient comme des païens. Et durant plusieurs centaines d'années, il ne subsistait qu'une légende, que les Autochtones se transmettaient de génération en génération, la légende d'une cité sacrée cachée dans l'immensité des Andes. Ce n'est qu'en 1911 qu'un Américain part à la recherche de cette supposée cité sacrée sur les seuls récits des descendants Incas. Après de multiples expéditions, miracle! Il vient de découvrir, cachée au sommet d'une montagne inaccessible, la fameuse cité sacrée, la seule que les Espagnols n'ont pas détruite pour la simple raison qu'ils ne l'ont pas trouvée. Aujourd'hui, Machu Picchu est considéré comme le site précolombien le plus important, le plus grand trésor du Pérou. Lorsqu'on accède au site, après une longue route de train, de minibus et à pied, on est immédiatement envahi par le sentiment d'arriver dans une autre dimension. On recule de 500 ans. La ville est intacte. Des maisons de pierre, des lieux publics, des allées et même des espaces de culture à étages. Il ne manque que les toits des maisons qui étaient en chaume. Difficile de ne pas se recueillir devant tant d'histoires et de mystères. Machu Picchu, une des 7 merveilles du monde moderne, constitue la raison majeure de tout voyage au Pérou. Et le site est encore en exploration et est bien loin d'avoir dévoilé tous ses secrets. Le Pérou renferme une faune qui lui est propre, des animaux de montagne qui n'existent que dans cette région de l'Amérique. Qui n'a pas entendu parler des lamas, ces majestueux animaux, adaptés au froid et à la montagne, qu'on élève surtout pour la laine? Dans la même famille que le lama, on retrouve l'alpaga, le guanaco et la vigogne, qui sont tous des animaux à laine. La vigogne, beaucoup plus petite que ses cousins, est particulièrement réputée pour sa laine de très grande qualité qui se vend à fort prix. La laine de vigogne est réputée pour être la plus douce au monde. Les amateurs de vêtements chics savent sans doute qu'un chandail de laine de vigogne peut atteindre 4 000 $. Un autre animal exotique attirera notre attention. Il s'agit du coati. De la grosseur d'un chien de taille moyenne, le coati se reconnaît facilement à sa longue queue. Il n'est pas dangereux, mais il est très rapide. Je me suis déjà fait voler mon sandwich sur une table de pique-nique par un coati particulièrement rapide. Finalement, accroché aux branches d'un arbre, on pourra apercevoir un paresseux. Animal bien nommé, puisque sa vitesse dépasse rarement 10 mètres par minute. En plus, il dort 10 heures par jour, le plus souvent suspendu la tête en bas. Et si on est chanceux, on pourra également voir dans le ciel le condor des Andes, cet oiseau de proie qui est le symbole national du Pérou. C'est le plus grand oiseau au monde. Il peut atteindre une envergure de 3,5 mètres et on le voit seulement en haut de 3000 mètres d'altitude. Rendons-nous maintenant à Puno,
à près de 4000 mètres d'altitude, tout à fait au sud du pays. Quand on va à Puno, ce n'est pas pour la ville elle-même. Puno est situé sur les rives du lac Titicaca, le lac navigable le plus élevé au monde, et l'effort en vaut la peine, croyez-moi. Le lac Titicaca est l'habitat naturel de la tribu des Huros, une des nombreuses ethnies autochtones du pays. Il y a fort longtemps, pour se protéger de leurs ennemis, les Huros s'étaient réfugiés au centre de l'immense lac sur des îles flottantes confectionnées avec des roseaux. Et durant longtemps, les Huros ont habité ces îles flottantes et construit leurs habitations et leurs bateaux avec ce matériau facilement disponible et gratuit. De nos jours, les touristes peuvent faire un tour de bateau et visiter cet endroit en dehors du monde. On y fait la rencontre des locaux et on peut acheter de l'artisanat local. Assez bizarre de se promener sur un sol de roseaux qui bouge au gré des vagues. La visite du Pérou ne va pas sans déguster ses spécialités culinaires. Le plat le plus représentatif du Pérou est sans doute le ceviche. Il s'agit de fruits de mer ou de poissons crus qu'on laisse mariner à froid dans une marinade acide. L'aliment sera donc cuit sans chaleur par la seule acidité. Un régal pour les amateurs de fruits de mer. Les amateurs de viande ne voudront pas manquer de goûter un steak de lama ou d'alpaga. Semblable au bœuf, la viande de ces animaux est jugée plus saine et plus nourrissante, et elle contient très peu de gras. On la prépare autant en tartare qu'en barbecue. Ce qui nous a le plus surpris par contre au chapitre de la bouffe est sans contredit la pachamanca. Il s'agit d'un rituel très ancien qui consiste à cuire dans un trou creusé dans le sol un mélange de viandes diverses avec des légumes racines. Les aliments sont enveloppés de feuilles de banane, déposés dans le trou et recouverts de roches très chaudes, et on laisse cuire le tout durant toute la journée. La pachamanca est toujours le prétexte de festivités familiales et ne se retrouve pas en restaurant. Il ne faudra pas manquer non plus de goûter à la boisson nationale du pays, le célèbre pisco, dont la teneur en alcool peut atteindre 45 degrés. Le Pérou recèle beaucoup de mystères, mais il en est un qui intrigue les scientifiques depuis plus de 100 ans. Il s'agit des lignes de Nazca. Dans le sud du pays, dans le désert de Nazca, on peut voir différents dessins sur le sol. Des animaux stylisés, des figures géométriques et des lignes droites qui quelquefois font plusieurs kilomètres de long. Les dessins sont tellement gros qu'on ne peut les distinguer à partir du sol. Pour les voir, il faut de l'altitude. On visite donc le site en avion léger. On sait que certaines figures remontent à plus de 2000 ans. Mais qui les a créées? Comment et pourquoi? Elles ont été découvertes en 1927 et depuis ce temps, elles intriguent les chercheurs qui n'ont encore aucune explication certaine. Et bien sûr, quelques théories ont été avancées, dont quelques-unes très farfelues. Il s'agit possiblement de symboles religieux ou de divinités anciennes. D'autres ont avancé l'idée qu'il pourrait s'agir de repères et de pistes d'atterrissage pour extraterrestres. À ce jour, le mystère reste entier. Et vous, qu'en pensez-vous? À tous ces endroits très intrigants, on pourrait rajouter plusieurs sites tout aussi mystérieux mais moins connus, parce que le Pérou est très loin d'avoir livré tous ses secrets. Qu'on pense seulement au sarcophage de Caraya. Il s'agit d'un cimetière vertical accroché à flanc de rocher contenant plusieurs tombes et sarcophages de la culture Chachapoyas. Chaque sarcophage contient des corps momifiés qui remontent aux années 1460 et l'endroit est situé à plus de 2000 mètres d'altitude. Ou à la forteresse de Cuelap, près de Chachapoyas, qu'on appelle le nouveau Machu Picchu. La ville, construite il y a plus de 1000 ans, comptait environ 300 000 habitants avant l'arrivée des Espagnols. Il y a aussi Juanita, la princesse des glaces. Il s'agit de la plus belle momie inca congelée, découverte en 1995
à 6300 mètres d'altitude. Juanita était une jeune fille d'environ 13 ans qui aurait été sacrifiée lors d'une cérémonie religieuse pour apaiser la colère du volcan. Finalement, le mausolée de Revach est un ensemble de petites maisons peintes abritant des momies. On dirait des villages miniatures accrochés à la montagne. Le mausolée date du 14e siècle et se trouve à 2800 mètres d'altitude au cœur des Andes. J'espère que cette présentation vous a plu. Pour d'autres récits de voyage, je vous invite à visiter mon blog voyage dont l'adresse apparaît à l'écran. À la prochaine pour une autre capsule voyage de Voyager en classe senior. Nous sommes également présents sur Facebook et sur Instagram.